Tiens, c'est pas un souci. C'est un mot. Ça me demande. Non. Le conseil, 100 000 euros de dégâts. Et puis j'avais beaucoup le conseil. Ah, le conseil, c'est clair. D'accord. Ouais, conseil agriculture, conseil évidence, conseil Éducation, les UCS. C'est pas tout ça. L'éducation de je sais pas quel pays, de la Pologne. Voilà. Monsieur Coche, qu'est-ce qu'il Parce qu'à chaque fois, il faut tout le conseil. Mais c'est bien dans les trucs parce qu'ils donnent toujours des vignettes. Il faut parfois pas qu'il nous erreurs. Ah, c'est moi. Trombinoscope. Ça va à trombine. On les envoyait avec chaque information du conseil, les secrétaires d'État. La Belgique, c'est pas dans une section. C'était pas un ministre, un secrétaire d'État, un communauté. Ah ouais. Mais on a 50 minutes, je crois, en Belgique. Ils tournent un peu tous les villages. Oui, c'est ça. T'as les Wallons, Bruxelles et puis la Flandre. Ils tournent. T'as jamais commencé de la fête. Et t'as aussi la représentation des communautés germaniques. Oui. Il y a des tonnes. Ah, en fait, t'as 3 communautés. Il y a 3 communautés et 3 régions. Donc ça te fait déjà. Donc par communauté, t'as un ministre, par région, t'as un ministre, et plus le fédéral. Ah, et plus le fédéral. Ouais. Donc, et t'en as qui sont genre Émile Demoutro, qui est l'ancien Premier ministre, qui est maire de Lens, qui est, je sais pas quoi, enfin le mec en termes de cumul de mandat, je crois que c'est le plus fort. Et il fait aussi la représentation au conseil, je sais plus quoi, mais il est aussi là. C'est là qu'ils sont partis du palais. ministre. Comment? À peine 10 minutes. Le temps d'arriver. C'est parti du palais. Les gens en fait de Premier ministre vachement plus. Vachement plus. Un ministre fédéral. À peine 10 minutes. Un ministre. Donc ils savent tous pourquoi il est ministre. Il y a quand même plus de choses. Oui, c'est un bon pays. Après, quand on est jeune à Bruxelles, on travaille dans les institutions et tout. C'est un peu De quoi? remuer les mains. Ah oui? Ouais, c'est ouais, c'est vrai. en fait, il y a beaucoup de boulot, des travailleurs. Et puis après, c'est tous âgés. Oui, c'est vrai. C'est des mecs qui n'ont jamais la place. Et t'as peu de Oui, dans les institutions, c'est vrai. En fait, c'est le directeur du forum, c'est pas le président. Là, le monsieur qui arrive, ça. Ah, il arrive. Bonjour, monsieur le président. On peut faire une photo, s'il vous plaît? Avec le directeur. Ah, ce serait super. Merci. Ça va et vous? Et par ici aussi un petit coup. Voilà, super, merci beaucoup.
in Paris. I'm done with the arrival, Macron's arrival. Have you switched to inside? Do you want me to stay up to wait? Yeah, I can. Yeah, I can. Cheers, bye. La première ministre de Nouvelle-Zélande. Mais elle ne l'est plus. Hein. Ouais, mais c'est vraiment la top d'affiche, quoi. Ouais, bien sûr. L'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande qui arrive toute seule, même pas ici, ça. Enfin, c'est vraiment un trait, il y a vraiment personne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment, elle fait partie du top. Attends, je vais caler ma... En fait, je crois que je vais caler ça. Il n'y a plus personne, hein. Oui, je regarde, je fais un signal. Et on attend. Tout le monde s'est barré, là. Ils ont tous. C'était bizarre, il n'y a pas les membres du gouvernement qui sont. Vraiment, il y a. Je crois que ça arrive là. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des membres du gouvernement. Ah bon? C'est ce qu'ils disent sur notre groupe en tout cas. On ne m'intéresse pas.
Estonie. Pendant ces 2 jours, nous aurons près d'une centaine de sessions de discussion, de travail sur le plus important sujet de la gouvernance mondiale pour lequel votre participation sera essentielle. Le forum s'ouvre sur une actualité internationale très mouvementée. En 2022, c'était le retour de la guerre en Europe, avec l'invasion de l'Ukraine et ses répercussions socio-économiques injustes, notamment sur les pays pauvres. En 2023, c'est une escalade énormément inquiétante entre Israël et le Hamas, mais aussi la situation tragique au Nagorno-Karabakh, au Soudan et dans d'autres coins de la planète où les populations civiles sont toujours les premières à souffrir et au droit international humanitaire est de moins en moins respecté. Au Moyen-Orient, nous payons le prix d'un processus de paix au point mort depuis plusieurs années, car les conflits armés ont aussi besoin de gouvernance mondiale et de gestion. Nous voyons les effets d'un système international polarisé et d'un Conseil de sécurité de l'ONU qui fonctionne au ralenti. Mais beaucoup d'entre nous nous croyons qu'il est encore temps de reprendre le dialogue diplomatique, de sauver des vies, d'empêcher le conflit de s'éteindre dans toute la région. Et je salue l'initiative du président Macron d'organiser une conférence humanitaire hier qui a permis de mobiliser une aide internationale aux habitants de Gaza. J'appelle à la fin des violences, une fois que les armes se seront tues, à la reprise d'une vraie négociation pour une solution à 2 États. Au Forum de Paris, nous réunissons tous les pays, mais aussi tous les acteurs pertinents pour déminer les sujets de conflit, pour améliorer les coordinations de tous et la gestion des biens publics mondiaux. Nous cherchons à déterminer les espaces où la coopération est à la fois nécessaire et possible, comme la lutte contre le changement climatique, la régulation du cyberespace, de l'intelligence artificielle
ou la réalisation des ODD et à proposer de nouveaux cadres normatifs et une mobilisation politique sur le sujet de l'avenir. Construire ensemble dans un monde de rivalité, c'est notre thème de cette année. On a le but d'encourager les États et tous les acteurs présents au dialogue et à la responsabilité. J'espère que ces discussions seront une inspiration à l'engagement et à l'action, une inspiration pour un multilatéralisme renouvelé et adapté pour le XXIe siècle. Je nous souhaite à tous un excellent forum. Merci. Merci André. Pour introduire la conversation de ce matin, le pape François nous a fait l'honneur d'envoyer un message écrit, et j'appelle le nonce apostolique du Saint-Siège en France, Monseigneur Celestino Migliore, à me rejoindre sur scène pour lire ce message. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les participants du 6e Forum sur la paix, j'ai le plaisir d'être parmi vous ce matin et de lire le message que Sa Sainteté le Pape François adresse à tous les participants de ce Forum pour la paix par son secrétaire d'État. À l'occasion du 6e Forum de Paris sur la paix, Sa Sainteté le Pape François est heureuse de s'unir à vous par ce message d'encouragement, dans l'espoir que cette rencontre, ayant pour vocation de renforcer le dialogue entre tous les continents afin de promouvoir la coopération internationale et le dialogue, puisse contribuer à la construction d'un monde plus juste, solidaire et pacifique. Cette année, le Forum se tient dans un contexte mondial extrêmement douloureux, alors que l'on assiste avec impuissance à la multiplication des conflits armés, avec leur cortège de souffrances, d'injustices et de dommages parfois irréversibles à notre maison commune. Le pape souhaite que ce forum soit un signe d'espérance. Il espère que les engagements qui seront pris soient de nature à favoriser le dialogue sincère, basé sur l'écoute des cris de tous ceux qui souffrent à cause du terrorisme, de la violence généralisée et des guerres, autant de fléaux qui ne profitent qu'à certains groupes en nourrissant des intérêts particuliers, hélas, souvent déguisés par des nobles intentions. La construction de la paix est un travail long et patient qui exige le courage et l'engagement concret de toutes les personnes de bonne volonté ayant à cœur le présent et l'avenir de l'humanité et de la planète. Une paix durable se bâtit au jour le jour à travers la reconnaissance, le respect et la promotion de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, parmi lesquels le Saint-Siège reconnaît particulièrement le droit humain à la paix, qui est une condition pour l'exercice de tous les autres droits de l'homme. Dans l'année qui marque le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous devons d'admettre que, pour des millions de personnes sur tout le continent, l'écart persistant entre les engagements solennels pris le 10 décembre 1948 et la réalité reste à combler, et de manière parfois très pressante. Combien de personnes, y compris des enfants, sont privées du droit fondamental et primaire à la vie et à l'intégrité physique et mentale en conséquence des hostilités entre différents groupes, différents pays.
Combien de personnes sont, à cause des conflits, privées des droits les plus élémentaires, tels que le droit à l'eau potable et à une alimentation saine, mais aussi le droit à la liberté de religion, à la santé, à un logement correct, à une éducation de qualité, à un travail digne. Combien d'enfants sont contraints de participer directement ou indirectement au combat et portent la cicatrice physique, les cicatrices physiques, psychologiques et spirituelles pendant toute leur vie. Tout en réaffirmant le droit inaliénable à la légitime défense, ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée, nous nous devons d'admettre que la guerre est toujours une défaite de l'humanité. Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère ayant vu son enfant mutilé ou mort. Aucune guerre ne vaut la perte de la vie, ne serait-ce que d'une seule personne humaine. Être sacré, créé à l'image et la ressemblance du Créateur. Aucune guerre ne vaut l'empoisonnement de notre maison commune. Et aucune guerre ne vaut le désespoir de ceux qui sont forcés à quitter leur patrie et sont privés, d'un moment à l'autre, de leur maison et de tous les liens familiaux, amicaux, sociaux et culturels qui ont été construits parfois pendant des générations. La paix ne se construit pas avec les armes, mais à travers l'écoute patiente, le dialogue et la coopération, qui restent les seuls moyens dignes de la personne humaine pour résoudre les différends. Le Saint-Père souhaite réitérer l'appel incessant du Saint-Siège à ce que l'on fasse taire les armes, à ce que l'on repense la production et le commerce de ces instruments de mort et de destruction, et à ce que l'on emprunte résolument la voie du désarmement progressif mais intégral, afin que l'on puisse enfin faire ressentir haut et fort les raisons de la paix. En vous remerciant de votre attention, le pape François souhaite que vos échanges soient riches et fructueux, qu'ils permettent l'écoute et la rencontre de chacun dans la richesse de sa diversité, afin de faire grandir la culture de la paix et de porter des fruits concrets de fraternité. Merci. Merci, Monsieur le Nonce. Dès 2018, le Forum s'est donné comme objectif de construire la paix sur le long terme. La paix de demain, en quelque sorte. Mais évidemment, on ne peut pas rester insensible ou inactif face au drame d'aujourd'hui. On n'a pas le luxe de choisir ses combats, en quelque sorte. Je voudrais à présent appeler sur scène une jeune activiste libanaise, Elsie Milan, qui fait son doctorat à Londres sur des questions liées à la transition énergétique. Écoutons l'appel qu'elle nous lance à partir de son double point de vue sur les tensions géopolitiques actuelles et sur les questions mondiales de long terme qui requièrent notre attention. Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs d'organisations et d'institutions financières internationales, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire, en toute honnêteté, que vous étiez pour moi, durant une semaine, en même temps, sujet de tourment et d'enthousiasme. Je dois vous parler de ma vision en tant que jeune spécialiste de l'énergie et du changement climatique à l'aube de la COP28, pour vous inspirer en quelque sorte. Mais comment puis-je vous communiquer les aspirations de toute une jeunesse, moi, doctorante, à Imperial College London, venue de ce tout petit pays qu'est le Liban. Naturellement, en tant que jeune femme de ma génération, je me suis tournée vers les réseaux sociaux pour une inspiration. Dans cette quête, une chanson trilingue a marqué mon esprit. Alors en 1984, alors que la guerre faisait rage à Beyrouth, le journaliste français Michel Drucker
invité une petite Libanaise, Rémi Bendali, pour lui chanter ce petit refrain. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? À mon enfance, à mes 4 ans, à l'innocence, au beau jardin, à ce Liban qu'appellent les enfants, je vous demande, vous prie de rendre toute l'innocence de mon enfance. Sauvez l'enfance. En tant que jeune femme du Moyen-Orient, je ne peux que m'adresser à vous en pensant à tous les enfants qui souffrent sous la pression de la guerre. L'affrontement entre Israël et le Gaza nous rappelle tragiquement à quel point la paix est précieuse et doit être protégée. Nous le savons. Dans ce monde, notre seule issue est la paix. Nous ne pouvons céder à la haine. Ce conflit en est une nouvelle preuve. Je pense aux milliers des victimes de guerre, dont le Liban. Ce lundi, 3 petites filles du sud du Liban ont été tuées. Elles s'appelaient Rimas, Taline et Layan. Nulle terre ne peut fleurir, arrosée du sang des enfants. Libanaise, ma génération a vécu le traumatisme de l'invasion, de la guerre, des crises financières, de la corruption, de l'injustice et de l'explosion dans notre capitale, Beyrouth, le 4 août 2020. Nous sommes victimes de nos départs contraints, laissant derrière nous nos rêves, nos familles, nos coutumes et notre cher cèdre. Oui, notre cèdre qui siège sur nos monts blancs fiers. Nous sommes toutes et tous ce matin réunis pour la paix. Elle doit être préservée et restaurée au Moyen-Orient comme ailleurs au plus vite. Les armes sont plus brillantes que nos forêts, nos océans et la biodiversité qu'ils abritent. Et pourtant, la paix ne sera durable que si nous parvenons, par notre engagement collectif, à préserver la planète. Les résultats des recherches des agences intergouvernementales ne sont pas optimistes. Selon le GIEC, il y a plus de 50% de chances que l'augmentation de la température mondiale atteigne, ou plutôt dépasse, 1,5 degré C d'ici 2040. Notre lutte est donc pertinente et essentielle. Nous devons donc joindre nos forces dans ce monde de rivalité où les enfants et les générations futures sont les plus vulnérables. N'ayant pas pu sauvegarder leur présent, nous nous devons à l'avenir meilleur. Dans cette mission, chacun d'entre nous a un rôle important à jouer. En tant que chercheuse, je me concentre sur la sobriété énergétique pour la décarbonisation des industries lourdes et le développement de l'hydrogène bas carbone. Cette ultime décarbonation est le défi le plus important de vos institutions et que notre jeunesse doit surmonter. Mais ne vous inquiétez pas, la jeunesse est prête à relever ce défi et se mobiliser afin de bâtir une planète à la hauteur de ses ambitions, à une seule condition, avoir une place dans vos négociations et vos tables rondes. Il est essentiel de continuer à focaliser nos ressources financières sur la décarbonation. Cette réduction des émissions doit être juste et équitable, impliquant tous les pays, toutes les régions, sans laisser personne de côté. Durant le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, en juin dernier, de claires intentions ont été mises en valeur. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Nous avons un long chemin à parcourir et pas de temps à perdre. J'espère que vous êtes prêts pour un marathon, mesdames et messieurs. Celui-ci n'est pas facile à courir. Sa ligne d'arrivée, le salut de l'humanité ou le chaos complet. Bientôt, nous nous retrouverons tous ensemble à la COP28, à Dubaï, prêts à renouer cet engagement, commencé ici, à Paris, il y a maintenant 8 ans. J'ai hâte d'y être. Pas vous? Je suis ravie d'être à Paris aujourd'hui, pour la première fois. Victor Hugo avait raison. Respirer Paris, cela conserve l'âme.
Pour tous, Paris est la capitale des Lumières, de l'amour et de la résistance. Que Paris devienne aujourd'hui, par notre engagement commun, la capitale de la paix pour les peuples et la planète. Mesdames et messieurs, moi je n'ai pas d'armes pour combattre, ni de plumes pour écrire les lois, mais j'ai mon optimisme et ma foi. Je ne rêve pas d'utopie, mais de quelque chose de plus concret, de réel. C'est une foi en une humanité qui surpasse toutes les différences. C'est une foi dans la science qui nous guidera vers un avenir sain. C'est une foi en vous, réunis ici pour les meilleures des causes, ouverts et tolérants. J'ai la conviction qu'il y a des jours meilleurs à venir. Mesdames et messieurs, si ce matin vous ressentez la même énergie que moi, si vous avez la même flamme qui jaillit en vous, si vous croyez vraiment que l'union fait la force, alors aujourd'hui, c'est votre chance. Votre chance d'écrire les nouvelles pages de notre histoire. Votre chance de mobiliser vos ressources pour la plus noble des causes. Votre chance de tenir vos promesses. Je vous souhaite de fructueuses négociations. Pensez à l'avenir, pensez à nous. Merci. Merci, Elsie. Comment financer à la fois les objectifs du développement durable, donc la lutte contre la pauvreté, et la transition verte, la transition climatique? C'était tout l'enjeu, tout le thème du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu les 22 et 23 juin dernier, ici même, au Palais Brongniart. Et la session de ce matin, autour du Président de la République, est consacrée à ce sujet et surtout au suivi de ce sujet. Au Forum de Paris sur la paix, on n'aime pas spécialement lancer à chaque fois des choses nouvelles. On aime bien les suivre, on aime bien s'assurer que ce qui est lancé est scruté, est suivi et surtout qu'on agit ensuite après avoir négocié et fait des discours. Ce matin, nous aurons deux panels. Le premier sera consacré aux réalisations depuis juin dernier. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a pu réaliser grâce au sommet de juin? Le deuxième sera consacré aux perspectives. Qu'est-ce qu'il faut encore faire jusqu'à la COP 28 en particulier, pour pouvoir avancer? J'appelle donc pour le premier panel le Président de la République, M. Emmanuel Macron, mais aussi le Président du Conseil européen, Charles Michel, dont l'institution, comme vous le savez, est spécialement engagée dans un changement climatique équitable et rapide, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Alors qu'on le sait, les institutions de Bretton Woods ont été au cœur des discussions du sommet de juin et continuent à être au cœur des débats sur l'évolution du système financier international. Le président de l'Asian Infrastructure Investment Bank de l'AIIB, Tin Lee-chun, qui est aussi membre de la coalition Finance in Common, et c'est lui qui recevra, qui sera l'hôte de la prochaine édition du sommet annuel de finances en commun, comme démonstration très concrète de ce que ça veut dire de travailler en écosystème, de travailler en réseau pour les banques de développement. Et enfin, le docteur N.K. Singh, éminent économiste, qui a produit avec le professeur Larry Summers un rapport essentiel sur les banques multilatérales de développement pour le G20 indien. Mesdames et messieurs, je vous invite à me rejoindre sur scène. Les micros. Ils vont être apportés. Chers amis, merci beaucoup pour l'introduction. Je vais être très rapide. En effet, l'été dernier, nous avons lancé ce pacte de Paris pour les peuples et la planète, maintenant appelé le 4P, 4 Ps.
qui vient d'ailleurs d'une initiative qui avait été lancée, l'agenda de Bridgetown par Mia Motley. On y reviendra, elle sera dans le deuxième panel, qui correspond aussi à beaucoup d'initiatives qui précédaient, que la directrice générale du FMI avait lancé 2 ans plus tôt, d'ailleurs à l'occasion d'un forum de Paris sur la paix, qui était l'idée justement d'émettre des droits supplémentaires du Fonds monétaire international pour que les pays les plus riches les réallouent vers les pays qui en avaient le plus besoin, dont l'Afrique. Mais au fond, ça partait d'un constat, c'est qu'on voyait et qu'on continue de voir, le monde se diviser entre des défis qui paraissaient impossibles et qui paraissent pour beaucoup encore impossibles à concilier. Et beaucoup de pays du Sud venant à dire, au fond, vous nous donnez des leçons à longueur de temps, vous nous demandez de régler le problème du climat alors que c'est vous qui l'avez plus causé que nous, vous nous demandez de régler les problèmes d'inégalité et de pauvreté, les défis s'accumulent, bien souvent en plus ce sont les mêmes pays qui ont d'énormes dépenses de sécurité parce qu'ils ont à faire face au terrorisme ou à déstabilisation régionale, et dans le même temps, les moyens ne sont pas là. C'est ça la base de l'instrument. Et donc, le pacte de Paris pour les peuples et la planète repose sur 4 principes très simples. Premièrement, personne ne doit être en situation de choisir entre lutter contre les inégalités et préserver la planète, c'est-à-dire le climat et la biodiversité. Deuxième chose, le chemin doit être choisi souverainement par chaque nation. Il n'y a pas un modèle qui doit être décidé pour la planète entière depuis Washington, Bruxelles, Londres ou je ne sais quelle capitale du Nord. Troisième point, pour ce faire, on a besoin de beaucoup plus de moyens financiers publics. Ça veut dire de mettre les moyens dans notre aide publique au développement, cet investissement solidaire nécessaire pour les pays du Nord, mais également de mieux utiliser nos banques multilatérales, nos banques régionales pour mobiliser ce financement. Et puis le 4e point, c'était de dire qu'il faut en même temps qu'il y ait une complémentarité publique-privée et il faut que cet argent permette de mobiliser beaucoup plus de finances privées pour aller vers ces pays. Ce qui est une vraie révolution à la fois de pratique et de volume de notre investissement collectif. Alors, les principes ont été définis, beaucoup d'actions concrètes ont été lancées en juin dernier et j'avais pris l'engagement qu'on fasse le suivi lors de ce forum, nous y sommes. Depuis, beaucoup d'autres choses ont été faites. Je veux saluer la mobilisation du président Ruto, qui a tenu un sommet important à Nairobi sur le climat et qui a commencé à mettre en œuvre ce qu'on s'est dit là. Le secrétaire général des Nations Unies qui a avancé votre sommet à Marrakech, Madame la directrice générale, avec la Banque mondiale qui, vous y reviendrez, a permis d'avancer sur ce point. Et donc toute une série d'initiatives qui ont été prises dans le droit fil et qui ont commencé à jalonner par des actions très concrètes le sommet et à documenter en quelque sorte les principes que nous avions pris. Évidemment, tout ça s'inscrit, et nous parlons, juste avant la COP28, vous l'avez dit, Elsie, qui va se tenir à Dubaï et qui structure une partie de cet agenda, et les années à venir qui vont être absolument déterminantes. Donc l'objectif de ce premier panel, c'est de revenir sur les acquis et de les consolider. On aura un deuxième panel pour justement se projeter sur l'avenir. Ce que je vous propose, c'est peut-être, Dr Singh, comme vous avez été mandaté par la présidence indienne du G20, qui a repris ce pacte de Paris pour les peuples et la planète. Avec Larry Summers, vous avez fait un rapport qui va dans le sens justement de la réforme de notre financement international et de notre banque multilatérale. Je propose d'abord vous céder la parole pour que vous puissiez nous présenter ce travail et aussi expliquer comment jalonner les prochains mois, les prochaines années avec ces réformes. Well, thank you very much, Your Excellency. Thank you for this honor and privilege to be part of this roundtable. The honor and privilege of Mr. President following a remarkable leadership which followed the summit which you had convened. And indeed, for the honor and privilege that how gratifying it is that your own team, after a careful study of the 2-volume report which Larry and I had of which we were the co-conveners with a distinguished group, found it to be a very worthwhile report in terms of taking the agenda forward and making fundamental changes. Now, as you correctly pointed out, that ever since your initiative, the last 6 months, Mr. President, has seen more changes in the last 6 months or 8 months
than it has taken in many decades. Consider the following, Mr. President. Consider the fact that our first report and second report is already in the course of implementation. Consider that the initiatives of the World Bank in changing its matrix, with which it had a mindset of calling it a livable planet, in a report which they gave in Marrakesh, they changed the nomenclature, represents a kind of a mindset change. Consider that the African Development Bank is making pioneering efforts on hybrid capital. Consider, Mr. President, that the Asian Development Bank has announced by itself $100 billion through guarantees alone, that the Asian Infrastructure Investment Bank has signed an agreement of $1 billion. The harmonization of EBRD and AIB and the Inter-American Bank's arrangement with the World Bank are important changes. We know that things, given your leadership and the leadership of the G20, Mr. President, has moved now in a very positive direction. We know, however, that roughly $5.4 trillion per annum is needed between now and 2030, of which Kristalina is aware that $2 trillion must come, alas, from domestic resource mobilization. And she will talk about this more, and some initiatives on that has begun. But coming to the $1 trillion, which must come half from private capital, half from concessional and non-concessional capital, how do we get this? This is the tectonic shift which we require, and this is the shift in terms of, I agree with you entirely when you said, Mr. President, that we are still much better off in restructuring the mindset, the processes and procedures of existing multilateral development banks, because they are a rule-based organization. They have generally served the world well. They are an extraordinary example, Mr. President, of very successful and creative financial engineering. Consider the fact that in a capital base of just 20 billion, the World Bank has so far done over 900 billion, which is a very efficient way of financial intermediation. Is that enough? No, it is not enough for 5 reasons, Mr. President, I submit to you. First, I think its record has been extraordinary in harnessing public capital by the factor which I mentioned to you. But in sharp contrast to that, its record in being able to harness private capital has been an extraordinarily poor one. That out of $1, you are just harnessing 0.6 of private capital. You can do that to 1.5 very, very effortlessly. You can optimize its balance sheet far more creatively than you have been able to do in terms of making it bigger, bolder, and better in multiple ways. And I think that the efforts which are being made to harness hybrid capital, private capital, guarantees, blended finance, offer the enormous scope of how much bigger it can become without too much additional capital outlays right at the beginning. And therefore, I think that us 2 reports taken, Mr. President, in conjunction, the triple agenda we call it the triple agenda. Triple what? Triple that moving away from mere poverty alleviation and shared prosperity to include the third factor, global challenges. That's the third item. Not one as a substitute to the other, but the 3 taken all symbiotically. Triple in terms of possibility, the total finances which are available. Currently, which I mentioned to you, $120 billion is all that the multilateral development banks lend per annum. This can easily be tripled closer to $400 billion if you take concessional finance also to be triple. So triple in terms of finance, triple in terms of mechanisms, in being able to provide a new window, perhaps a more creative window, or being able to harness capital more innovatively. And of course, in all this process, private capital, Mr. President, will have to play an increasingly important role. That requires a mindset change. That requires the MDBs to work in tandem, in close harmony with each other. That requires in believing that
the whole is much more than the sum of the parts. That will only happen, Mr. President, when the mindset change of the MDBs in multiple ways take place, and they are able to use the strengths of each other to be able to optimize the reach and ability to be able to do so. All these, Mr. President, requires changes in procedures, policies, approaches, incentive structure, and the manpower which is available. You, Mr. President, have provided amazing leadership in this effort. And it is your leadership which is going to guide, I believe, the agenda forward. There is great synergy between the vision of the current G20 presidency and your own vision, Mr. President, which will lead us, hopefully, to a more optimistic end. Thank you for this opportunity. Thank you, and thank you for your report, your work, and I want to commend the G20 presidency of India, because I think this agenda is very inspiring, and we made a lot of progress, and I know how much Brazilian presidency wants to follow up on that, and you're right to create this common dynamic and all the synergies between having a better mobilization of the existing balance sheet and reforming global governance of IMF, World Bank, and our global institutions, because they have to be much more inclusive and much more efficient. And as one of the founding members of this institution, I do believe in this reform in depth. Let me perhaps follow up with you, Kristalina, Madame la Directrice Générale, because more than 2 years ago you launched this idea to issue largely more than 650 billion SDRs or equivalent, in order precisely not just to raise capital, but to reallocate for rich countries this capital toward poorest countries of this world. It took time, but we did it thanks to your leadership. And more than that, you committed a few months ago to as well reorganize your way to function with the World Bank, to optimize the synergies. And de facto, you already started this big change. So what is your view on the role of the IMF? Where do we stand regarding SDRs and this policy, about the funds you created in order to help poor and developing countries facing this type of challenges I mentioned? And what about the future? Kristalina. Thank you. Thank you very much. I want to start with a big hooray for the courage of conviction that even in the toughest of times, we can work for a better world. Thank you for that, Mia. Thank you. In 2030, John Maynard Keynes wrote an essay, Economic Possibilities for Our Grandchildren. It was in the midst of depression, and the Second World War was ahead of the world then. And yet, he stood against pessimism. He said, we can make the lives of our grandchildren better. And that is what I strongly believe we need today. But we can only succeed if actions speak louder than words. So, what is our scorecard? What we have achieved? First, we have indeed exceeded the on-lending of SDRs, the pledge we made. We pledged 100 billion. We are now somewhere in the neighborhood of 106, 107, and counting. How did we do it? By creating healthy competition to do good. You started it. First, there was this pledge to on-lend 20%. You said, no, we are going to go to 40. And what happened next was, Canada said we would do 48. Spain said, we are going to do 50. And my call is, everybody that can do more, please do. Why? And that is the second point. Because
what we are achieving is to take a dormant asset, one that is asleep in central banks, and we are turning it into resource for developing economies to step up. What we have today, $55 billion on lending to our Poverty Reduction and Growth Trust. This makes it possible for the fund to provide zero interest rates lending on scale. And I look at the President of Ghana. We lent Ghana $3 billion. We would have not been able to do more than $1 billion if we didn't have that resource. Second, we now have over $40 billion in our Resilience and Sustainability Trust, which provides long-term, 20 years, concessional finance, 10.5 years grace, low interest rate, to vulnerable to climate change countries, not only to low-income countries, but also to vulnerable middle-income countries. Where we are today, in record time, we have 11 programs. Senegal is among them. Barbados is among them. Out of these 11 programs, 6 are on the continent of Africa, where most of the vulnerabilities, unfortunately, lie. 3, we reached out to our members and we appealed for compassion. In this world of more dramatic shocks, the most vulnerable countries and their most vulnerable people must be helped. So we ask for subsidies so we can provide the zero interest rate loans more generously. And Emmanuel, you know what, it warmed my heart. We have more than doubled the contributors to our subsidy account. We now have countries like Trinidad and Tobago, Indonesia. We have almost all the Gulf countries that never before contributed. You stepped up, and so did many others. Compassion is a valuable thing always, but in the world we live today, even more so. Last but definitely not least, everybody who sees me these days says, you know, what happened to you? You're in such good mood. I'm in great mood because our membership agreed to increase by 50% the quota resources of the IMF so we can be financially strong. So when we provide support to Jordan, as we just concluded staff level agreement, 1.2 billion, we can do it. We can do more for Egypt, countries that are currently at such a high risk. Just to give you a sense, what is 50%? This is predictable resources for the fund to respond to shocks as they occur. 2020 COVID, we lent 160 billion. 2022, war in Ukraine, we lent 160 billion. With this predictable resource, one that we can rely on, I feel so much more comfortable in our more shock-prone world. So, 6 months, 6 big actions. And I look forward, Emmanuel, you call us in 6 months. I'm a little, okay, we need to come up with 6 more, and we will. Thank you. Merci Kristalina, c'est très concret et l'enthousiasme est là en plus au rendez-vous. Au-delà des... I'm sorry, I forgot in the 6th action, apologies. And now we have a 3rd chair for Sub-Saharan Africa to represent the continent much better. Beginning of the reform.
début de la réforme de gouvernance, en effet, du FMI. Et je pense que, au-delà de ce qui a été rappelé, tout ce qui a été décidé permet en effet des actions très concrètes et d'avoir plus de leviers sur des pays clés qui sont ici présents. Mais ça permet aussi, en lien avec la guerre que nous évoquions en propos introductifs et qu'on a largement discuté hier, c'est que tout est lié. Et qu'aujourd'hui, on a des pays très vulnérables qui, si on ne les aide pas par la solidarité internationale, seront entraînés par le conflit qui est en cours. Et donc, en effet, l'action du Fonds monétaire international, en particulier en Jordanie, en Égypte, dans le cadre du conflit qui se joue aujourd'hui, est absolument décisive et ne serait pas possible sans ces augmentations de capital et ces moyens réalloués. Kristalina a eu raison de le dire. Je vais maintenant aller vers vous, Président Jean, pour justement ce travail se fait en commun. Nous avons nos institutions financières internationales, mais nous avons aussi nos banques. Vous présidez la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et vous faites partie de ce qu'on a aussi inclus dans l'initiative du Pacte de Paris pour les peuples et la planète et consacré à ce moment-là politiquement, qui s'appelle Finance en commun, qui est la réunion de toutes nos banques de développement, des banques régionales, des banques justement intercontinentales, pour permettre ce travail en commun aux côtés de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, développer des synergies et les effets de levier. Et par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je voudrais justement que vous nous parliez de la manière dont vous voyez Finance en commun, le rôle de votre banque et la manière d'améliorer ce financement à la fois de la lutte contre les inégalités et la pauvreté et pour la planète. Président Jean. Thank you, President Macron. Thank you very much. It's my first opportunity to attend the Paris Peace Forum, but I was here in June under your leadership to attend the meeting, very much important new global financial pact. And Mr. President, thank you very much for your astounding leadership. And I can also tell everybody here that much has been achieved since the meeting in June. We are not simply talking, it's not talking shop, it's a workshop, because we work together. And first of all, I remember you want us to be bigger and bolder and getting better job done. And I think we are all working very hard. Now I'm stepping in for my friend President Ajay Banga today. He couldn't make it for a very special reason, and actually it's very nice for me to be here for him. I hope I will speak in the same voice as Ajay's, and I will check with him whether I spoke rightly. But I can tell you, Mr. President, that we really work together as a system. And since you call on us to work together to do better, and we really started to work at the system. For instance, very close cooperation has been achieved, and Mr. Singh referred to the $1 billion finance guarantee for the World Bank's program. Now, this $1 billion guarantee is not a big amount, but we help the World Bank to release the resources to do new financing. And we are working actually to do more. And also, I think the financing for Commons Coalition is also making very good progress. And I think the achievements in Cartagena following the meeting here, I think is demonstrative of the actions we can take together. Actually, we are trying our very best to bring the coalition to Asia. And I'm very much willing to host 2024. To that end, I certainly have to mobilize more support from the partners and other MDBs. But I think it's very much important. I think the essence of working together is just to get more financing for development, for climate change mitigation adaptation. Now, we all know that this Financing Commons Coalition has $23 trillion in assets and 10% of the total annual financing flows. This is a huge amount of money. And if we only work with the MDBs as a small group, it's very much limited. By working together,
and we can mobilize huge amount of resources to develop shared programs which can promote global prosperity, development, and in particular, climate change mitigation adaptation. So I think leadership is important because leadership will guide us to do whatever is needed. But then we follow by actions, coordination, cooperation, and implementation. So I've been in the development work for the last 4 decades, and I have never seen such kind of momentum, such kind of shared vision and cooperation. Now, Kristalina is here. We also work with you when we provide financing to some of the risky countries, highly indebted countries. We check with IMF what is the best approach, right? Not simply giving them money, building even higher indebtedness. So working together as a system, Mr. President, we believe this is very much important. Thank you very much for your leadership. And lastly, I would like to say a few words about this bank. France is one of the first countries to participate in the negotiation of the bank. European countries are not simply to join the bank which is established already. European countries join in the making of the rules, in the negotiation of the artist agreement, and we have the principle of being lean, clean, and green. So this is the, I would say, the great achievement of the cooperation among all of the shareholders. And I'm very much confident we can do more together. Thank you very much, Mr. President. And I can assure you we will continue to work together and do even better. Thank you. Thank you, President. Thank you. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole au président Charles Michel qui, en tant que président du Conseil, a piloté cette double action justement des chefs d'État et de gouvernement européens qui sont engagés sur la transition climatique et la biodiversité, et dans le même temps aussi, à travers les différents sommets, celui avec l'Union africaine et d'autres, engagés sur l'investissement solidaire international, et donc comment justement l'Union européenne porte ce double agenda et comment tu vois à la fois les acquis depuis le sommet, mais également les perspectives d'un point de vue européen. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vais me joindre aux compliments qui étaient adressés, parce que on voit bien qu'il y a une volonté politique farouche, sans faille, qui mobilise et qui nous engage tous. Alors, je voudrais aussi saluer les propos qui ont été exprimés au départ par Angel Gouria et aussi par notre jeune activiste de ce beau pays du Liban, qui avec beaucoup d'éloquence ont parfaitement décrit le moment dans lequel on se situe. Et d'ailleurs, Kristalina, en se référant à cet essai, quelque part fait aussi le lien, en disant nous sommes dans un moment où on fait face à un triple choc que l'on doit mesurer et qui doit nous engager. Premier élément, le choc de la nature. Changement climatique, le Covid-19 est aussi une démonstration, les océans, la biodiversité, les forêts, ce midi, les glaciers, les pôles. On voit bien que nous avons une responsabilité sur ce sujet. Deuxième choc, le choc technologique. Intelligence artificielle générative, ça bouleverse nos sociétés, on doit appréhender ce choc. Troisième choc, la remise en question d'un ordre fondé sur le multilatéralisme, fondé sur des règles, et la tentation du repli, la tentation de se regarder le nombril et de renoncer à cet esprit de coopération. Et donc, merci, cher Président, de nous mobiliser, de nous engager pour faire en sorte que l'on soit en première ligne pour croire, pour avoir foi dans cet esprit de coopération, pas simplement dans des discours, mais dans de l'action. Et ce que l'on fait aujourd'hui, puisque quelques mois plus tard, nous regardons quels sont les délivrables, quels sont les résultats engagés. Et Kristalina a fait une belle démonstration très opérationnelle. Je ne vais pas répéter les propos qu'elle a tenus et qui montrent que ce que vous avez indiqué comme cap, ça amène un certain nombre de résultats. Quelques points s'agissant de l'Union européenne. Et nous pensons effectivement que l'Union européenne, par notre ADN, nous avons une responsabilité pour plus de coopération, pour plus de respect des valeurs fondamentales, de dignité humaine qui doivent nous engager à ne pas choisir entre faire reculer la pauvreté, à ne pas choisir entre permettre aux enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles d'aller à l'école, d'être en mesure de rencontrer les besoins sociaux élémentaires avec la protection de la planète et de la biodiversité. C'est bien de cela dont il s'agit. Et on le sait, si nous voulons être crédibles, on doit être crédibles sur deux sujets. La solidarité financière, comment mobilise-t-on
plus de puissance de feu financière et comment veille-t-on à ce que l'on ne soit pas confronté à un monde où quelques-uns décident pour les autres? C'est l'inclusivité. Et sur ce sujet-là, Christiane l'a dit, c'est très bien que l'on ait fait cette ouverture avec la gouvernance au départ du FMI. Moi, je suis très fier, cher président Macron, qu'ensemble, avec beaucoup d'autres, on ait pu réussir en quelques mois à convaincre le G20 d'accueillir en son sein l'Union africaine. Je pense que c'est un changement de paradigme, avoir l'Union africaine présente dans le G20, et je souhaite que ce soit aussi une occasion pour l'Union africaine de construire davantage d'unité, de coopération, de coordination pour porter avec force la voix de l'Union africaine dans cette instance qui est directement connectée sur les défis qui nous mobilisent. Et puis enfin, s'agissant de l'Union européenne, je pense qu'on a une responsabilité, celle de forger une unité des 27 chefs d'État et de gouvernement. Nous le faisons quotidiennement, ensemble, avec d'autres, pour faire en sorte que l'on ait plus d'impact et plus de poids dans cet espace multilatéral. Les droits de tirage spéciaux, je n'y reviens pas. On a assumé une responsabilité, on va continuer à être engagé. On doit aller plus loin, mieux mobiliser la puissance de feu des institutions financières. Et on mesure chacun que c'est indispensable. Parce que, si je prends la Banque mondiale, par exemple, la Banque mondiale aujourd'hui est proportionnellement au PIB 7 fois moins capitalisée qu'elle ne l'était au moment de sa création. Ça montre bien qu'il y a une difficulté. Et donc le bon sens, c'est faire ce que Kristalina a fait avec la Banque mondiale, c'est mobiliser mieux les capacités, faire en sorte, comme ça a été très bien dit, de mobiliser le secteur privé de manière intelligente. Et pour ça, il faut de la gouvernance, de la prévisibilité, de la lutte contre la corruption. Mais ça signifie aussi que l'on va devoir envisager à un moment donné, probablement, on n'hésitera pas le débat, de considérer des augmentations de capital. Je pense que ce sera un débat tôt ou tard qui sera devant nous. Donc vous le voyez, l'Union européenne souhaite être un acteur très mobilisé, très engagé. Et je suis aussi très heureux de faire le pari à Kristalina de se retrouver dans quelques mois pour faire de nouveau le bilan sur les pas en avant qui auront été conclus. On a une responsabilité. Je pense que ça a été dit avec beaucoup d'éloquence, je le répète, il y a quelques instants. Paris est la capitale de l'amour et de la résistance. Que Paris et la France soient un moteur pour faire en sorte qu'il y ait plus de paix, plus de sécurité, plus d'équité. Je pense que ça doit être notre vœu commun. Merci à vous. Merci, Président. Dans les pistes d'action, enfin les engagements d'action que nous avions évoqués à Paris il y a quelques mois, il y avait l'idée d'avoir une fiscalité internationale qui soit dédiée justement au financement et à l'accroissement de ce financement. Ça a été repris au sommet de Nairobi par le président Ruto. Et je voudrais peut-être donner la parole à Laurence Toubiana qui, avec justement la Fondation European Climate Foundation, travaille sur ce sujet. L'idée, c'est qu'on lance quand même une coalition formelle à la COP 28. Mais chère Laurence, comment vous voyez ce sujet et son avancement? Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'optimisme ce qui vient d'être dit. Beaucoup de tabous sont tombés. Kristalina, on le sait, les droits de tirage spéciaux, c'était impossible. La mobilisation des MDBs, it was impossible already. So I think the slogan for this implementation of Paris Summit could be a hope, not hate, which is exactly what we are looking for. I think every country in this room is here because we recognize that we need drastically increase the scale of climate finance available to support developing and vulnerable countries' transition to the low carbon and resilient positive economy, while addressing the adverse effect of climate change, including, of course, the loss and damage. And we know we need much more money than we are together on the table. This means that climate finance today only provides a fraction of what is needed, and that it could scale up really quickly to avoid the worst impact of climate change. It's not for tomorrow, it's really for today. But the cost of inaction, again, is much higher and will continue to rise. So it was really great to see, in particular in the V20 Accra Marrakesh agenda, the Nairobi Declaration, and of course the Paris Pact for People and Planet, all have an action on new taxation option as a way to scale up financing for climate and development. And we know that international taxation is a taboo in many, many countries for many reasons, sovereignty, difficulty of implementation, and different interests. But we need, and it can provide additional finance at scale to support just and equitable transition while, and it's so important, addressing inequalities.
correcting some of the iniquities of our current financial system and ensuring that the most polluting industries, dear Angel Gurria, this Matthias Kormann, polluters pay principle, such as fossil fuel companies, start contributing to the fight on climate change and repair damages. Finally, France and Kenya have decided to launch the Task Force on International Taxation to scale up development and climate action. Mr. President, I think we can launch that with a coalition of countries at COP28 at the very beginning, when you will be there with many other colleagues, head of states. We need joint forces to raise additional funding in an equitable way, and not putting the burden on developing countries, of course, because that's a concern some are feeling, and ensuring that any adverse impact is addressed. And finally, the task force is a positive solution and opportunity for countries from all regions to join forces and agree on a new and additional way of financing climate and public goods that would bring more fairness to the global system. We need positive solutions in this particular geopolitical context. So countries in the room, join us, France and Kenya, and the V20 in their efforts to endeavor and champion international taxation option, funding for climate and development, and understanding very well we find different solutions because, of course, the sovereignty and taxation is that's the very base of the tax system. But we need now to make this taboo disappear. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Ceci vient conclure le premier panel sur un peu le bilan. Donc on le voit, beaucoup de choses ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça a été dit très bien, beaucoup de tabous sont tombés. Maintenant, on va continuer l'effort avec à la fois la présidence indienne et brésilienne du G20. Je pense qu'il y a maintenant une échéance très importante qui est de poursuivre la réforme de la gouvernance, de continuer d'avoir des actions très concrètes de mobilisation à la fois de nos banques, nos institutions internationales et nos banques multilatérales et nos banques de développement, et en effet de pouvoir déboucher sur des actions très concrètes là aussi en termes de financement. Il y a un point sur lequel je voudrais insister en même temps que la réforme de la gouvernance, c'est qu'on ne doit pas perdre de vue la capacité à accompagner les acteurs les plus locaux. Il y a beaucoup d'ONG dans cette salle et un des défis que nous avons, c'est d'accompagner les actions les plus concrètes sur tous ces sujets et donc de ne pas perdre le lien entre les milliards qu'on peut articuler dans ces salles et les actions concrètes qui changent les vies au plus près du terrain. Et ça, c'est un point de connexion qu'on doit garder à l'esprit, qui fait partie de notre agenda. Merci beaucoup à tous les quatre et à toutes les contributrices et les contributeurs. Merci beaucoup. Invite participants in the first panel to get back to their seats and President Macron to remain on stage. And I will now welcome the participants in the second panel. I would be happy to have on stage President Akufo-Addo from Ghana, who is chairing the Vulnerable 20 group, the V20 group this year. Prime Minister Mia Mottley from Barbados, who has been a key advocate of the reform agenda, obviously, with the Bridgetown agenda launched in late July 2022. And Prime Minister Alexander De Croo from Belgium, who could present the main priorities of the incoming Belgian presidency of the Council of the European Union, as well as Belgium's ambitions for COP28 and beyond. The aim, as President Macron said, of the second panel is to present the priority objectives that we must pursue in the coming month, starting with the ambitions for COP28, starting in just a couple of weeks. But before we start the discussion, before we start the panel, I would like to invite you to listen to Secretary General of the UN, Antonio Guterres, who has sent us a message in line with the priorities of his new agenda for peace, and highlighting the need for reforming our global financial architecture to achieve climate justice, starting at COP28. Excellencies, dear friends, I'm happy to greet the Paris Peace Forum once again. You are meeting as our world is confronting a host of existential threats. Conflicts are raging, our planet is burning. The Sustainable Development Goals are slipping out of reach, and divides between North and South, East and West are deepening, and the risk of a great fracture is looming. Make no mistake, no country can meet these challenges alone.
We need to bridge divides, rebuild trust, and leave no one behind. We need strong, renewed multilateral institutions that are adapted to today's world. As your team suggests, we need to move from a world of rivalry to find common ground. Seeking common ground means rethinking our approach to peace and security by addressing the root causes of conflict and preventing the seeds of war from sprouting. That is why I have called for reform of the Security Council and put forward ideas for a new agenda for peace based on the UN Charter and international law. The new agenda for peace calls on all countries to recommit to a world free of nuclear weapons, to maximize the convening power and good offices of the United Nations to bridge geopolitical divides, to link national actions for peace with progress on the Sustainable Development Goals, to put women's leadership and participation at the center of decision-making and commit to the eradication of all forms of violence against women, to make peacekeeping nimbler and more adaptable with forward-looking transition and exit strategies from the start, to support peace enforcement action by regional organizations, notably the African Union, with Security Council mandates and predictable funding, and to establish new governance frameworks to manage emerging threats, including lethal autonomous weapons that function without human control. But preventing conflict is also strongly linked with sustainable development and human rights. Seeking common ground means transforming a global financial architecture that is outdated, dysfunctional, and unjust into a system that is truly universal and serves as a global safety net for developing countries in trouble. Seeking common ground means cutting emissions and ensuring climate justice for those who did least to cause the crisis but are paying the highest price, starting at the COP28. Seeking common ground means ensuring that the emerging revolutions in technology, such as artificial intelligence, work for all of humanity. And seeking common ground means answering my call to action to put human rights at the heart of our work. Dear friends, we have a common responsibility to achieve common ground for our common good. At a time of rivalry, let us work together towards a more just, sustainable and peaceful future for all, and I thank you. If we speak about the future and what's next, obviously COP28 is absolutely critical in the coming weeks, and as it will frame as well on a series of actions that will to come. Mrs. Prime Minister, you played a very important role for this 4Ps because you, with your initiative, the Bridgetown Initiative and your agenda, you set up the scene. And you were one of the very first one to precisely insist on this dilemma between fight against poverty and climate change, insisting on vulnerability as well. What are your main, not just, I would say, intention for COP28, but the action plan for COP28? And what are the critical actions to be delivered by our pact and all the countries being part of it for the weeks, the months and the years to come? Mia, thank you. Thank you, Emmanuel. Let me say that 6 months ago when we met here, I indicated that we were making progress, but just not fast enough. We're a little faster, but still not fast enough. And I want to thank those who spoke in the last panel, because as you can see, things have happened. And I want to commend you for your leadership on this matter, because even after we listened to the Secretary General just now, it is so easy for us to lose focus. But I am an eternal optimist, and I want to commend the young lady from Lebanon who spoke this morning, who both in her passion and language captured the moment. I do believe that peace will come, and I do believe that the planet will be saved. The question is, at what cost? And whether we have not learnt the lessons of a century ago. The truth is that the conflicts that are increasing are threatening to delay our rendezvous with saving humanity and saving the planet. And that means that more lives will be lost, lives that we will not see on television, as we are seeing now, but they will be lost nevertheless. Against that backdrop, therefore, we have to call
for continued pace. And your voice is critical because there is too much distraction on the basis of geopolitics and on the basis of domestic politics from the real battles. We cannot save the planet with a quarter or half the people of the world working together. We need the majority. And if the majority is distracted in conflicts, if the majority is distracted in just being able to eke out a living, one of the things that we don't talk about is food and water security. And food and water security is a daily battle. And human beings can't survive without access to it for a long period of time. So that it bothers me, and I want to commend you and President Ruto, as we just heard, for the task force which is being set up. But I want to ask you to broaden it. And I want to ask you not to focus on climate alone, because in Paris we agreed planet and people. And to not allow us, or indeed the international media, to suck us into what is sexy on the reporting of the issues of the world. Because then we'll focus on COP and the climate and the lights, but we'll forget people. If we're going to agree that there needs to be a new mechanism for funding beyond that which we have now at the domestic levels and the public ODA, then we need to also recognize that there are competing interests for global public goods. And while climate and loss of biodiversity is perhaps the most urgent and certainly one of the greatest ones, food and water security is critical. Providing for the victims of conflict and what happens to them, whether in Africa, whether in the Middle East, whether in Europe, whether in Latin America, we need to be able to ensure that there is a capacity to reabsorb people who cannot on their own make their way because of them being victims of conflict. And then we need to be able to recognize that the ones who were not seen in the pandemic, who have lost, have been our children, and that the digital divide that precluded them from having access to regular education for the better part of 3 years can be totally destructive if we don't reintegrate them back into their societies by giving them a platform and opportunity for learning. So I've broadened the response a little bit because I feel that as you embark on this critical work for finding an international source of funding for global public goods, that we need to frame the parameters properly and to ensure that we can find ways. And of course, the readiness for pandemics, which is the fifth one that I didn't include. Not just the ones that will come as a result of climate because of the impact of warming, but also the slow motion pandemic of the antimicrobial resistance, which will reverse a century of medical progress, much of which has been developed here in this country. And if we don't get it right, it means that people may save the planet, but die from something else that ought not to have been a threat to humanity. I say these things conscious that as we focus now, as we go into COP, on the capitalization of the Loss and Damage Fund, it cannot be the only matter that we are seeking to raise funds for. And we are in danger of people saying, as they say to me often, well, you said you wanted X, but now you're asking for Y. Well, we're asking for X and Y, but you may only have heard X. And therefore, it is important to state what the world needs now. We also have to be aware that we really ought to have been going with COP to COP with a record and not a promise. And my fear is that the record is not yet strong enough to keep the world's trust in the process. And to that extent, it may well be fortuitous that there is not a country that has come forward to offer to host COP29 yet, and we may have to see COP28 as phase A and COP29 as phase B, and to ensure that we keep the momentum up, because I'm not sure that we can reach safety in the month that is left to properly capitalize the Loss and Damage Fund.
It is going to be interesting to see what level of public funding comes from the developed world, but we're also going to need to be able to utilize the output of your task force to help capitalize the loss and damage fund as well. I don't know that we are having the conversations at a wide enough basis. The oil companies are not our enemies. They're run by people that look like you and me. And if they look like you and me, then we ought to be able to sit around the table and define a win-win situation, unless they have a secret file, as I keep saying, as to how we can live on the planet Mars. And if they don't, then it means that it is not incapable of resolution. We need to sit around a table together. And it cannot be a handful of people who the world does not know or does not recognize. It has to be transparent if we are going to build trust among the global population. And let me be clear, we're not asking to bankrupt anybody, because it is not in our interest to bankrupt enterprises that employ people and that add value to countries' ability to finance their way to net zero. But what we are asking is that which we were told as children, that give a little, 3 cents, 5 cents, 2 cents in each dollar can make a huge difference. And it's not just oil and gas. As I said, if we're going to broaden the framework for global public goods, then it's big pharma, then it's big tech, then it's those who are working on AI. And similarly, it's the enabling environment of what I call the fit companies: finance, insurance, and transport. And if we can get everybody to carry a little weight, then I believe that at least on the provision of oxygen and capital, we can see progress. And I want to not only commend you, but I also want to commend my brother, from President of Ghana, who has put life back into the V20 movement and who has really refocused the fact that if we divide the countries of the world on the basis of per capita income, we're not going to be able to ensure that the funds go to those who are most vulnerable and most in need. And as it relates to vulnerability, we need to find the political will to recognize that a broad-based multidimensional vulnerability index will just be all things to all people and will not solve the problem. And we need to isolate what is the vulnerability for climate if we're dealing with climate. What is the vulnerability for water shortages if we're dealing with that? What is the vulnerability for public health? And let us deal with that. And I ask that we focus on these things going forward, because in so doing, then I do believe that that peace and that saving of the planet, when we reach it, will not see the loss of life and the loss and the incalculable damage that is likely to come. What is my greatest fear? That those countries like my own and many in Africa and Latin America and in the Pacific will become uninvestable and uninsurable. And we've seen the evidence of what will happen because already in California, insurance companies are not underwriting risk for fire. Will that happen in Greece? We've seen it happen with respect to them retreating in Florida and increasing premiums in the Caribbean. And to that extent, will we be able to see ordinary business conducted when access to finance is critical to move them to the next stage, but they can't get insurance? And that is why, and I end on this, that the debt pause clauses that the World Bank embraced here in Paris in June cannot be prospective. They have to relate to existing debt. If they don't relate to existing debt, it means that the countries who are intended to benefit from it cannot benefit from it for another 10 to 15 years. And secondly, they ought not to attract a premium. And I would only appeal to the World Bank and other institutions to recognize that to charge a cost for the restructuring of debt, well, not even restructuring, because that's what's causing them to have problems, but for the agreement to pause debt payments for 2 years, that to charge for that is an example of a modern Shylockian Merchant of Venice scenario that ought not to be part of the future of the characteristics of international finance. You cannot profit when people are on the ground. And I'm sure that His Holiness
would agree that that type of behavior will reflect the worst of humanity. And I therefore say simply, let us get the debt clauses right, because with reducing insurance coverage and with underinsurance, governments are going to have to step up to the plate to provide the relief and the rebirth of so many different sectors in our economy, and therefore they will need the fiscal space. The last point is this. I'm sorry. You're forcing us to borrow as developing countries for something that we did not create, and we know that. But when you add debt, it then crowds out what we must borrow for to develop our people. And therefore, it cannot be fair. And if that is going to be the case, then I ask us to listen to those voices like Jeffrey Sachs, who simply say that we need now to move lending to a longer term and lower tenor. We cannot be having short-term borrowing at high costs if we're going to meet the development needs and the climate crisis adaptation at the same time. So if we are not going to receive grant funds for something we didn't create, which at law we should, then at the very least, let us move to 30 and 40-year loans that will give us the space to be able to provide for our people while building up the resilience that we need. If we can get those things in either phase A of COP28 or phase B of COP28, then I think we will have achieved significant progress on top of that which you have achieved and what the IMF has. And Kristalina, I have to salute you because you have carried the fund into a different pathway, and it has seen people for the first time, particularly with the provision of long-term funding for vulnerable middle-income countries, that wasn't there. So I apologize for the length of time I took, but I really do believe that these things are absolutely essential to the stability of the planet and to the winning of the peace that is necessary for us all. Thank you. Thank you, Mia. You made a very clear link between, indeed, what is on the short run on the agenda and what makes vulnerability from economic and social point of view and climate point of view, because both, in fact, are converging and create the same impact on people. And it's clear that we have to rethink in depth not just the global governance, but as well the articulation with private sector to be sure that we meet with these requirements. And you made a perfect transition to Nana Akufo-Addo, Mr. President, because you're president of Ghana, but as well president of V20 and these vulnerable countries. And Prime Minister Motley started to insist on the multi-factors of vulnerability, but as well insist on the fact that this is a huge agenda for your countries and all of us. So what's your view, not just on COP28, but the agenda to come, the first action we took, but where should be our priority in order to allow the V20 to succeed? Mr. President, thank you very much, first of all, for the invitation, and the organizers of the Peace Forum for the invitation to participate for the first time in the work of this important organization. But I think I have also to join those who have spoken before in commending you for the stance that you have taken in trying to address some of the critical issues of our world today, and for the boldness of your leadership. There are many others in your position who are not speaking out on some of these matters, but you are speaking out, and more than speaking out, acting. And I think that that is really a matter for strong commendation, and we want to wish you the very best of luck in continuing this journey. It cannot be easy for you, having regard to what's going on here and in the rest of the world, but it is important that that work is being done and that you have stepped up to do that work. In the same way that Prime Minister Motley identified the work that the Managing Director of the IMF is doing, I want to add my voice to it, that
we're seeing a situation where the calls that some of us have been making for transformation in the way the Bretton Woods organizations work is being heeded, and being heeded not just in resolutions, but in concrete actions that are being taken. And that's somebody else also that needs to be very strongly commended, is the Kristalina Georgieva, for the work that she's doing in this area. And at the end of the day, what is the critical part of this work for us? And I speak for us, for those of us on the African continent. That at the moment when we are looking to make this transformative development that we need to do to tackle issues of mass poverty and underdevelopment, we're told that some of our most important resources can no longer be deployed for our development. Our oil, our gas resources, which are there in abundance, can no longer be deployed because of its impact on climate change. So that for us is a critical issue we have to look at. If indeed we are being told that these resources that have helped develop other parts of the world are no longer going to be available for our development, how then do we make the transition to the new source of power and development? And it's clear we don't have the resources to do that. There's just, whatever the reason for it, the resources are not just there. So we have to address the issue of financing and the resources for the climate transition in our part of the world. And if it is going to be a just and equitable transition, some position has to be found for the manner in which we can then utilize the resources that we do have. For us to be told that they have to be abandoned in its entirety is basically to telling us to continue to face a future of hopelessness. And that is not one that we can, in any equanimity, contemplate. We have to look at a situation whereby the transition that we're looking at takes into account the resources that we have. So we're having to have a look at this big question, and the major issue being the financing, the access to investment into financing. And I think there's something that we now, all of us, also ought to look at more strongly. And that is the role that the institutions like the bank, the fund, the World Bank and the fund can play in helping to mobilize private capital to support the development of the world. We're all aware that there is so much more money in private hands than there are in the public institutions. And how can this larger amount of capital be made to work for and I have to agree with Prime Minister Motley that the matter cannot just be about climate change, because there are other matters that are of equal significance. In the last 3 months, Ghana has faced extraordinary rainfall patterns that we have never experienced in our history before. It has led to flooding and the spillage of our dam and to flooding of critical food-growing areas of our country. The soil is being destroyed in many parts of the country that is going to make replanting of food and the reuse of those lands a difficulty for us. If we don't take some very, very dramatic actions now, food supply in the years down the road, in 2, 3, 4 years' time, is going to be a major issue for the country. So that, for instance, is a matter of tremendous concern for us. How do we mobilize the capital to be able to deal with the food crisis that is on the horizon in Ghana? So the multiplicity of the issues confronting us also require a multiplicity of responses. But at the heart of all of those responses is a very simple, ancient issue: money. Yes, it doesn't change from century to century, from generation to generation, access to capital and to money. And I think that a lot of our energies, what we're looking at is how we can frame
a new arrangement where the institutions, the multilateral institutions, like the bank, like the fund, can play in the process of mobilizing the greater resources that the world needs for its development. It's an easy thing to say, but a difficult thing to do. But it is important also that alongside the changes that have to be made is a change in mindset. Is it necessary for prosperity in Europe and in the West, in parts of Asia, to be predicated on poverty in the rest of the world, in Africa and other parts? Are the two necessary to live side by side? Is it possible that we can contemplate a world whereby all of us can live together on this planet in relative comfort, and that some people will not live in super comfort and other people in super poverty? That challenge to the thinking and the mindset of people is something that in our generation we have to address. Is it possible for us to create a world where all of us live together on this planet in relative ease? Well, the resources of the world are there. Never has there been a time when there has been greater abundance of technology, of wealth, of the development that we are seeing in many parts of the world. Is it they have to be restricted to those parts of the world, or they can be made a universal and a global phenomenon? These are some of the matters that we're going to have to look at, and we have to make, because if we're going to solve these multifaceted problems and put ourselves in a position to hand over to the next generation and succeeding generations a more constructive and better world, we have to deal with these questions. So, Mr. President, you have been very much in the forefront of the thinking on many matters. I will leave you with this conundrum also to deal with. Thank you. Thank you very much indeed for your time. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Je vais maintenant donner la parole au Premier ministre De Croo qui va prendre dans quelques semaines la présidence tournante du Conseil pour qu'il nous dise, au-delà de l'engagement de son pays, comment il voit l'engagement européen et sur les sujets qu'on vient d'évoquer, donc sur l'agenda du premier semestre 2024, celui de la présidence belge du Conseil. Merci, Monsieur le Président. Merci, Emmanuel, de nous inviter ici et de me donner l'occasion de parler à cette audience. Je pense que comme pays européen, et ça a été évoqué, on a une responsabilité qui est énorme. Et je pense qu'on a assumé cette responsabilité. Si on regarde dans les décennies passées, les pays européens ont été le partenaire numéro 1 du reste du monde en volume et en stabilité. Il n'y a personne dans le monde qui investit plus dans le financement contre le changement climatique. Il n'y a aucun continent du monde qui investit plus dans la coopération au développement. Il n'y a aucun continent dans le monde qui investit plus dans le commerce et dans les partenariats avec les restes du monde. Et on l'a fait, on continuera à le faire, et on va devoir le faire plus. Et vous savez, dans ce contexte-ci, comme femmes et hommes politiques, on a tendance à beaucoup parler des choses que nous maîtrisons. C'est nos institutions, nos banques multilatérales, etc. Et je pense que c'est important. Je pense qu'on n'a pas assez parlé par exemple, dans le combat contre le réchauffement climatique, de ceux qui vont réaliser cela. Et ça, c'est notre monde privé, c'est notre industrie. Et ce n'est pas avec une stratégie de décroissance ou une stratégie de moins qu'on va réaliser ce qu'on veut réaliser. Ce sera avec une stratégie de plus. Plus de technologie, plus d'innovation, plus mais mieux. Je vais être clair, ce n'est pas plus comme on l'a fait dans le passé, mais c'est plus d'une autre matière. Et là, je pense que comme pays européen, pour l'instant, on a beaucoup d'ambition. Et le Green Deal, pour moi, c'est quelque chose de bien. Je pense que clairement, il ne faut pas diminuer l'ambition. Je ne partage pas du tout ceux qui le disent.
Mais la question, c'est ambition, mais comment est-ce qu'on aide notre industrie à le réaliser maintenant? Et là, c'est clair qu'au niveau européen, il nous manque un instrument. Et ce qu'on a vu aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, ça nous a un peu mis un miroir devant le visage. C'est que pour l'instant, si on veut que, par exemple, notre industrie européenne, notre technologie européenne puisse jouer son rôle, puisse être partagée avec le reste du monde, on va avoir besoin d'autre chose en Europe. On a tendance en Europe de beaucoup réguler. Et en général, on régule assez bien. Et comme on dit quand on compare avec les États-Unis, hein, the United States is a continent of carrots and Europe is a continent of sticks. Aux États-Unis, on travaille sur les incentives. En Europe, on a joué plus sur la régulation. On a en Europe besoin d'un peu plus d'incentives aussi pour aider notre industrie à jouer ce rôle. Et ça, ce sera la priorité de la présidence belge. C'est comment est-ce qu'on combine et ambition climat et développement industriel et développement économique. Et moi, je suis un optimiste de l'innovation et de la technologie. Et je sais que dans ce contexte, parfois, on se fait challenger là-dessus. Vous savez, normalement, l'année prochaine, peut-être ce sera en 25 ou en 26, on sera à ce qu'on appelle peak carbon. Et peak carbon, ça veut dire qu'à partir de 25 ou de 26, on va au niveau mondial commencer à avoir moins d'émissions de carbone que l'année d'avant. Qui avait pensé il y a 5 ans qu'on serait là aujourd'hui? Et donc, ce stimulant pour la technologie, ce stimulant pour une croissance économique et industrielle plus, mais meilleure, je pense que c'est ça la solution. Et là, comme Européens, on a un rôle primordial à jouer sur le continent et à partager avec le reste du monde. Et c'est ça qui nous différencie du reste du monde. C'est oui, l'Europe est un continent prospère, mais c'est un continent prospère qui comprend que la prospérité du reste du monde, c'est aussi notre priorité. On va le réaliser en partenariat avec le reste du monde. Voilà. Merci. Merci, Alexander. Now, thank you, Alexander, and I agree that now we have to deliver what we committed to do, and on top of that, we have to help a lot of emerging and developing countries to get rid of coal. I think if we have one key priority, and through innovation, we can do a lot of that in order to reduce these emissions. It guides you to the conclusion of this session as well, before the real conclusion regarding the Paris Pact for People and Planet. I mean, collectively, you delivered a lot of results. From the SDRs, now $110 billion or equivalent in order to finance much more, from an actual ecosystem of financing. Now, the swap you asked for regarding the debt to take into consideration vulnerabilities, now clearly taken into consideration by both World Bank and IMF, to the index of vulnerability, which is brand new, to all the initiatives mentioned. So we already had a series of actions making very clear that we progressed during the past 6 months. Now, we have to accelerate. There's one matter, Emmanuel, and I think your scientists have done a lot of work on it, and that is methane. And we need to treat methane as the urgent exactly matter to be resolved, because quite frankly, it's a win-win for oil and gas companies. It's a win-win on waste to energy. And on agriculture, we can change the practices. And the scientists are saying that if we get methane under control in the same way that we treated to the Montreal Protocol in the past, we can have a better chance of containing to 1.5. This is a fair point on top of what I mentioned on coal. You're right. And to take your word, Najun, we will dare. We will dare facing this issue, getting rid of coal and working on methane, as you mentioned. We will dare protecting our forests and increasing and delivering the whole agenda. And in order to do so, I mean, we now have the chance to, let's say, organize the follow-up of the process
And yesterday, the OECD took a very bold decision. So let me invite Secretary General Corman and President Macky Sall to join us on the scene for conclusion, because I will now invite participants in the second panel to join their seats, and then we'll move to the conclusion of the panel. Thank you. Come on. Thank you very much. And we're calling on stage President Macky Sall from Senegal and Secretary General of the OECD, Mathias Corman, for the concluding remarks. Now, as I mentioned, so all of the leaders being present played a very important role on top of the banks and the ecosystem, but our intention was clearly to structure the follow-up. And Mathias, perhaps I will give you the floor on the decision you took at the OECD. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Président Macky Sall, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en juin dernier, le sommet pour un nouveau pacte financier a posé les bases d'une réforme en profondeur du système financier international, parce qu'aucun pays, comme le Président l'a dit, ne devrait avoir à choisir entre réduire la pauvreté et lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité, parce que nous avons besoin d'institutions financières adaptées à nos objectifs pour nous aider à relever les défis mondiaux en constante évolution, et parce que nous devons obtenir les financements nécessaires pour atteindre nos objectifs de développement durable et nos biens publics mondiaux, tout en accélérant une transition verte ordonnée et en atteignant nos objectifs climatiques, et sur la base d'un développement et d'une croissance économique fort, résilient et inclusif. Since our meeting in June, the OECD has been actively engaged in supporting the implementation of the summit's roadmap. First, on strengthening domestic resource mobilization, a key source of financing for development. We have continued our work together with developing countries through the inclusive framework on base erosion and profit shifting, with more than 140 member countries, and through the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, with 168 member countries, to ensure developing countries participate on an equal footing in setting global tax standards which support improved domestic resource mobilization. The landmark two-pillar international tax agreement will bolster public finances, with the new 15% global minimum corporate tax alone estimated to raise up to $200 billion US in additional revenues each year. Importantly, the global minimum tax will ease the pressure on developing countries to introduce wasteful tax incentives, allowing developing countries to strike a better balance between mobilizing domestic resources and attracting critically important investment. Last month we opened the multilateral instrument to implement the subject to tax rule for signature. That rule will be a key tool for developing countries to protect their tax bases and ensure multinational enterprises pay a minimum level of tax in their jurisdictions. And we will continue to support developing countries to increase their tax revenues through capacity building support to ensure they can truly optimize the revenue benefits from that important reform, and we will continue to expand our highly successful Tax Inspectors Without Borders initiative, working in partnership with the UNDP. Second, on improving the way we track development assistance to help boost financing to achieve the Sustainable Development Goals. Our Development Assistance Committee has agreed last week on new rules in relation to the treatment of private sector instruments in official development assistance, such as guarantees, equities and loans to the private sector. By providing clear common rules in relation to private sector instruments in development assistance statistics, we are improving the incentives for Development Assistance Committee members to mobilize more and additional private resources through innovative mechanisms. It will also help foster a greater coordination among development agencies while setting a new international standard of transparency and accountability for development finance.
And to complement these efforts, we will also launch the International Forum for Total Official Support for Sustainable Development at the OECD. Total official support for sustainable development has reached about $400 billion US per year, with just over $200 billion in official development assistance. It provides a more complete picture of donor and recipient efforts on sustainable development finance beyond ODI and of the opportunities to do more with private sector flows through official channels, global public goods financing, and triangular and south-south cooperation. Third, on helping policymakers scale up sustainable finance and investments, we will provide further tailored policy analysis for developing countries to mobilize private sector investment in infrastructure, leveraging experiences from our bilateral support to countries under our sustainable infrastructure program in Asia. This includes working with the African Union Commission to establish the African Virtual Investment Platform in April next year, which will support African countries in mobilizing investment for priority sustainable investment projects and on optimizing the impact of these investments. In closing, Mr. President, I am very pleased to announce that the OECD will further ramp up our active support for the effective implementation of the new Global Financing Pact Summit agenda by hosting the Secretariat of the Paris Pact for People and the Planet. By coordinating and monitoring support and by continuously reviewing, analysing and reporting on progress, we will help ensure that the commitments made at the summit are translated into effective actions and outcomes. The Pact's Secretariat will help incubate ideas and coordinate with other international organisations, processes and fora. Starting at COP28 in a few weeks' time, but also through the G7, the G20, and in view of the UN Summit of the Future next year, or the International Conference on Financing for Development in 2025. Monsieur le Président Macky Sall, à l'OCDE, nous nous réjouissons de travailler étroitement avec vous sur ce projet très ambitieux et très important. Comme vous pouvez le constater, l'OCDE est pleinement engagée et participera activement à cet important programme de travail tout au long du processus. Nous sommes impatients de travailler avec vous tous, pour contribuer à obtenir les résultats dont notre planète a besoin. Merci beaucoup et merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, cher Mathias. Comme vous l'avez compris, l'OCDE va jouer un rôle clé pour le suivi et je pense que l'expertise de l'OCDE, sa capacité à la fois assurer un suivi régulier, rigoureux et indépendant des résultats, ce n'est pas le président du Paris Peace Forum qui dira le contraire, cher Andrel, est vraiment un apport, parce que ça nous permettrait de voir ce qui avance et ce qui n'avance pas de manière objective. Mais surtout, c'est aussi une plateforme qui permet de construire des accords très larges. Et sur la fiscalité internationale, par exemple, les grands accords qu'on a pu conclure ont été faits grâce à cette capacité. Donc je pense que c'est une plateforme parfaite pour travailler en synergie avec le 4P et pour en assurer justement le secrétariat. Et je vais laisser le mot de la conclusion au président Macky Sall. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant, je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Chers collègues,
Mesdames et Messieurs, à vos rangs respectifs, je voudrais d'abord saluer le leadership incontestable du président Emmanuel Macron et son volontarisme sur des sujets majeurs qui marquent aujourd'hui les préoccupations de la planète. Ces sujets ont pour nom la paix, le climat, le développement, l'inclusion financière. Et vous jouez un rôle essentiel. Je voudrais vraiment marquer ce point, parce que souvent aussi on passe très vite sur les réussites, parce qu'on ne veut pas le dire. Je tiens à le dire ici très solennellement. Je voudrais également saluer les interventions pertinentes que nous avons écoutées ce matin, les panélistes pour les échanges intéressants, les acquis depuis le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial et les perspectives en direction de la COP28. Saluer également notre jeune Libanaise pour son engagement, son optimisme, et saluer tous les leaders qui ont pris la parole avec pertinence et qui disent tous la même chose. Il nous faut changer de paradigme, il nous faut aller de l'avant. S'agissant du suivi des conclusions du sommet, je crois que si nous voulons sortir des chantiers battus, il nous faudra être à la fois volontariste, comme vous l'êtes, volontariste et réformateur pour changer de paradigme. C'est par volontarisme que le G20 a pu admettre l'Union africaine en son sein. Et je dois également féliciter les deux leaders, les premiers qui ont soutenu cette position lorsque je l'ai posée en Allemagne, lors de la réunion du G7, c'était toi, Emmanuel, et Charles Michel. Ensuite, tous les leaders du G20 ont soutenu cette initiative qui a pu être actée au bout de 13 mois. 13 mois entre la demande et l'adhésion. Donc, c'est dire qu'il est possible de faire des changements. Le Fonds monétaire international vient de le prouver également lors des dernières assemblées générales à Marrakech, où on a décidé de l'augmentation des ressources du fonds de façon substantielle et aussi d'octroyer un troisième siège à l'Afrique. Et je pense très bientôt, lors de la réunion des gouverneurs en décembre, on pourra augmenter les quotes-parts. Bravo, Kristalina et toute l'équipe du Fonds monétaire. Ça veut dire que quelque chose est en train de bouger. Depuis 1946, on n'a pas senti le rythme qu'on a senti ces 3 dernières années, depuis la Covid. Il y a eu des progrès. Ils ne sont pas suffisants, c'est certain, mais il y a eu des progrès. Il faut les mesurer, les amplifier et faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, voilà 2 bonnes raisons, c'est-à-dire le G20 l'a prouvé, le Fonds monétaire l'a prouvé, la Banque mondiale est sur la voie, et je salue également l'action du président Ajaï ainsi que de la Banque et de toutes les banques multilatérales. Il est possible de réformer l'architecture financière mondiale. Tout est question de mentalité et d'engagement politique, surtout des pays du Nord. C'est elles, comme ils l'ont fait dans le cadre de l'allocation ou de la réallocation des DTS, on a bien vu que lorsque la décision a été prise, la mesure a suivi. Donc il est possible de faire ces progrès. Et au fond, ce qu'on demande, ce n'est pas une révolution. Nous ne demandons pas la révolution, mais nous demandons une évolution. Évolution des mentalités, évolution de la gouvernance économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus inclusive et qu'elle reflète mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. Et cela nous éviterait cette confrontation, cette fragmentation, diraient certains, entre aujourd'hui ce qu'on voit dans les BRICS, le G7. Or, la solution n'est pas dans la confrontation pour les pays en développement. La solution est dans la réforme des institutions multilatérales.
Donc, travaillons vers cette évolution et vers ce changement des mentalités. Changer les mentalités, les paradigmes, c'est l'objectif du sommet de Paris, et tu l'as rappelé, Emmanuel, qui était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, mais également l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût. Et pour nous du Sud, aujourd'hui, vraiment, notre combat, ce n'est pas tellement l'aide publique au développement. Certes, il faut encore faire des efforts. Mais là, le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'aide publique au développement. Pour nous, il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources à des conditions plus adoucies. Mia Modley l'a dit, il nous faut emprunter sur de plus grandes durées, il nous faut rembourser sur des délais plus longs, il nous faut des taux d'intérêt plus bas. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'un des leviers sera de modifier les règles de l'OCDE sur le crédit export, en plus de toutes les techniques que nous pourrons mettre ensemble sur le blending finance entre les crédits concessionnels, l'argent du secteur privé, mais aussi les crédits export si on allonge les durées de remboursement. Et si on revoit les critères sur les primes d'assurance, parce que toute la question de la cherté du crédit, c'est l'assurance, risque. Une assurance fondée sur une perception qui n'est pas toujours exacte, puisque tous les pays africains ici présents, tous les pays du tiers-monde payent leurs dettes, quelles que soient par ailleurs leurs difficultés. Il peut y avoir qu'il y ait un petit retard, mais ils payent leurs dettes. Donc le risque, il faut le relativiser. Il faut le relativiser, et c'est là, je crois, une des clés pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et aider les pays en développement à davantage accélérer leur processus de développement. Alors je terminerai sur un point, c'est vraiment les efforts de l'OCDE sur les congés fiscaux abusifs. Vous savez, dans les pays en développement qui sont en général riches en ressources minérales ou hydrocarbures, nous avons hérité ou obtenu ou fait par incitation des systèmes d'exonération fiscale. C'est les congés fiscaux au lieu des taxes. Et donc les compagnies qui viennent exploiter les ressources du sous-sol ne payent pas les impôts ou payent presque très peu de ressources sur les richesses qui sont créées sur place. Alors, l'OCDE a travaillé beaucoup sur les BEPS pour éviter cette évasion fiscale, ces congés fiscaux abusifs. Et là, nous aurons aussi, si nous arrivions à résoudre cette équation, à mobiliser énormément de ressources pour les pays qui sont les pays pourvoyeurs de ces ressources naturelles. Et enfin, je crois que c'est le président Nana Akufo qui l'a dit, mais la question du climat aussi, c'est une question de justice. On ne peut pas décemment demander à des pays où la moitié de la population, la moitié, n'a pas accès à l'électricité, qui ont des ressources de leur sous-sol, du gaz, en abondance, leur dire vous ne pouvez pas l'exploiter. Nous n'allons pas financer l'exploitation de votre gaz puisque ce sont des ressources fossiles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, ce gaz, il est liquéfié, mis dans des bateaux pour aller alimenter l'énergie du Nord. Donc c'est là où il y a quand même une injustice qui est criarde et qui nécessite quand même de remoduler et de rééquilibrer un peu cette question du financement de l'énergie fossile. On ne peut pas juste nous dire, parce que c'est de l'énergie fossile, on ne peut pas, pendant que le Nord continue aujourd'hui, au moment où je parle, à utiliser même le charbon. Alors donc, cette question de la transition mérite d'être revue. Bien sûr, je salue les efforts qui sont faits dans le JETP, qui est vraiment un système où le G7 a mis en œuvre des moyens importants pour accompagner la transition énergétique des pays du Sud. Le Sénégal en est bénéficiaire, merci Emmanuel, et tous les pays du G7 qui nous accompagnent.
Mais moi, je parle au nom de toute l'Afrique et de tous les pays en développement qui souffrent du manque de ressources, qui ont parfois des ressources naturelles, qui doivent rattraper leur retard, qui doivent aussi participer à la sauvegarde de la planète. Et donc, ensemble, trouvons les moyens pour vraiment sauver notre planète et être plus inclusif. Et pour terminer, je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous dire merci, ainsi que tous ceux qui ont bien voulu me donner cette charge d'envoyé spécial pour le suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète. J'accepte avec honneur et humilité cette charge et croyez-moi, je ferai de mon mieux pour apporter ma contribution dans ce combat que nous avons en commun. Je vous remercie. Merci. J'appelle maintenant pour une photo de famille la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le président du Conseil européen, Charles Michel, de même que le président de l'AIIB, Tin Lechu, et M. Nkassing. Voilà. And I will ask you to remain seated at this point. Is Prime Minister De Croo still here? No. Joindre. Merci beaucoup, Président.